Il a dit, pour l'effort qu'il a fait pour être avec nous. Dire merci au doyen d'épaule qui est venu spécialement, il n'a pas dit, mais il est venu uniquement pour cette réunion, pas pour autre chose. Pour dire l'importance que nous accordons à cette rencontre. Dans ce que vous avez reçu, la réunion concerne tout le monde. Évidemment, président de la région du Cavali, on a invité nos frères du Cavali, évidemment, mais nous avons invité nos frères du Guémon. Le président Miamli et moi-même sommes en contact régulier. Pas plus tard qu'hier, il m'a envoyé un message pour vous dire que quand on travaille dans le Cavali, on fait en sorte aussi que dans le Guémon, les dossiers avancent. Je suis son aîné, il est mon jeune frère dynamique, comme d'ailleurs Denis Casion, lui il est mon aîné, chacun a son grand frère, et nous travaillons vraiment en étroite collaboration. Je voudrais donc dire merci aux frères du Guémon qui sont venus, et dire que ce sont des problèmes communs. Je vais donc les exposer en commençant par le sujet qui préoccupe tout le monde. Le premier point concerne le foncier rural. Le foncier, c'est un sujet qui est un sujet de grande préoccupation pour toute la Côte d'Ivoire, mais qui de façon particulière est un sujet qui nous pose problème chez nous. La loi a été prise dans des conditions spéciales. Cette loi a été précédée par des consultations dans les villages. Les délégations, et à l'époque, c'était en 98, c'est-à-dire le RDA était un parti d'opposition, le FPI était un parti d'opposition, le PIT était un parti, et ils étaient à l'Assemblée. Et des délégations conjointes ont été faites pour aller interroger les traditions en matière de pratiques foncières. Et cette loi fait la synthèse des traditions en matière foncière de toute la Côte d'Ivoire. Donc ça préserve les intérêts de toutes les régions. Il faut être ivoirien. Et donc, le premier amendement a consisté à préserver les droits des héritiers, de ceux qui étaient propriétaires, mais qui ne sont pas ivoiriens. Ça a été le premier amendement, qui même a été fortement encadré, parce que si l'héritier qui n'est pas ivoirien, on lui cède le droit de son père, ou bien de celui dont il hérite, il ne doit pas vendre. S'il doit vendre à un privé, il y a un droit de préemption par rapport à ses voisins, et au-delà de ça, il doit céder à l'État. Donc c'est bien encadré. Mais cet amendement est passé aussi facilement parce que très peu de gens étaient propriétaires. Ça concernait 0,036% du territoire foncier rural de la Côte d'Ivoire. Donc cette loi a été adoptée en 2003 sans difficulté. Le dernier amendement qui est intervenu en 2013
c'est simplement pour dire que nous n'avions tous les terres qui sont dans le milieu rural, évidemment, relèvent du droit coutumier. Mais en 98, quand la loi a été prise, la loi avait donné 10 ans aux propriétaires traditionnels ou coutumiers pour qu'ils puissent faire valoir leur propriété en établissant les titres, le certificat foncier. Et donc l'amendement a donné encore 10 ans de plus, puisque sur cette période, les certificats fonciers n'ont pas été établis. Et donc on a encore 10 ans pour que nous puissions établir notre propriété sur nos terres. Pour dire donc que la loi sur le foncier, elle s'applique de façon entière sur tout son dispositif. Et si quelqu'un vend la terre, il vend la terre, il y a une procédure. Il y a une procédure. D'abord, il faut qu'il en soit propriétaire. Vous ne pouvez pas vendre ce qui ne vous appartient pas. Et donc, si c'est une terre qui appartient à la famille, il faut qu'il ait eu de ses parents un mandat écrit. Et cette transaction doit se dérouler devant témoin. Quand elle est terminée, pour que l'opération soit validée, ça doit faire l'objet d'une enquête de commodo et incommodo. Pour que, si des gens ont des droits qui sont piétinés, qu'ils puissent les faire valoir. De sorte que tous les certificats fonciers qui ont été établis, sans tenir compte de ce que je viens de dire, sont des certificats nuls et de nul effet. Je voudrais que chacun le sache. Tous les certificats qui ont été établis en piétinant ce que je viens de dire, ce sont des certificats qui sont nuls et de nul effet. Et nous sommes là pour faire valoir cela. Pour ce qui est du Cavali, nous avons organisé un atelier avec le corps préfectoral et les sous-préfets, parce que malheureusement, c'est certains d'entre eux qui signaient ces papiers et qui octroyaient les terres. À telle enseigne que c'est devenu leur travail. Alors que, au regard de la loi, et je leur ai dit, le foncier a été transféré, comme les pouvoirs qui ont été transférés aux collectivités. Mais comme on n'a pas fait les décrets d'application, on continue. L'administration continue d'exercer les compétences des collectivités alors que ces compétences ont été transférées. Et au cours donc de cet atelier, on est arrivé à la conclusion que tous les certificats fonciers qui ont été établis dans des conditions irrégulières sont nuls et de nul effet. Deuxièmement, pour tout ce qui a été fait depuis 2010, c'est nul et de nul effet. Pourquoi? Parce que les parents sont réfugiés au Libéria, sont ailleurs. Et ils ont acheté dans des conditions opaques des choses aux gens à qui ça n'appartenait pas. Je vous donne un exemple qui est le plus flagrant plutôt. Ça s'est passé à Médibli. Un matin, les populations, Médibli c'est à Blolequin, un matin, les populations se réveillent et puis ils voient quelqu'un en train de travailler au cimetière. Et puis les villageois disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais j'ai acheté cette terre-là hier, j'ai acheté 10 hectares. On dit chez qui? Il dit chez un jeune. Comment il s'appelle? Il ne le connaît pas. Les villageois enquêtent, c'est un jeune qui est venu du Libéria, qui a vendu le cimetière, et tout ce qui est derrière, il lui a donné 1 million, et puis il est reparti. Et les villageois lui ont dit, mais est-ce que ça là, c'est possible chez vous? Que vous achetez une terre la nuit, sans témoin, sans que le chef de village ne soit informé, ni le chef de famille, chez un jeune. Est-ce que les jeunes sont propriétaires des terres? Il a été déguerpi, évidemment, et il a perdu son million, puisque le jeune est parti. Je vous dis en même temps, un des drames, c'est que les gens viennent du Libéria, ils vendent et puis ils repartent. Et ils vont dire, les gens occupent nos terres. Alors qu'ils viennent, ils vendent, ils prennent l'argent, ils repartent au Libéria. Et un des cas les plus flagrants, ça s'est passé à Taï. Parce qu'à Taï, à la différence donc du reste du Cavali, beaucoup de gens ont des plantations. Et beaucoup de nos parents qui sont réfugiés au Libéria ont des plantations. Donc quand ils se sont réfugiés au Libéria, ils ont mandaté leurs enfants pour aller faire les saignées et puis vendre leurs plantations et leur envoyer la moitié. Les jeunes étaient tellement en situation confortable et ils envoient le message à leurs parents. Tu as attendu, hein, ils vont te tuer ici. Et puis les parents demeurent au Libéria. Comme ça, eux, ils sont propriétaires de leur plantation. Ils vendent, ils achètent les motos et puis ils mènent la belle vie.
Donc, ce sont des problèmes de fond. Mais j'ai dit, la loi protège encore nos intérêts et nous avons les moyens d'aller de l'avant. Sur le foncier, c'est ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, on reviendra là-dessus. C'est un sujet important, mais qui est cerné. Il est cerné et nous y travaillons de façon active. Pour le volet sécurité, la situation n'a pas été du tout facile. Le maire Kazion l'a dit, nous sommes adossés au Libéria et c'est ce qui a fait que la crise de 2002, nos villages ont été détruits. Bon, les autres ne se rendent pas compte parce que la crise de 2002 s'est arrêtée à Blolequin pour ce qui est du Cavali. Je sais que dans le Guémon, ça a été aussi dramatique. Mais nos villages là, qui sont avant Blolequin là, ont été piétinés. Moi, ma maison, c'est la première fois, ça avait été déjà un peu touché. Mais beaucoup de choses ont été détruites. Et ceux qui étaient venus du Libéria, ce n'était pas pour une rébellion. Ils sont venus manger. Ils ont tué nos bœufs. Ils ont pillé nos greniers. Et puis, au milieu des villages, là, ils mettaient des canaris, enfin des marmites. Et puis, ils préparaient les bœufs et le riz. Et puis, ils mangeaient. Et ils dansaient. Et puis, ils buvaient, ils fumaient. C'est ça. Et ça, c'est un problème. Et la crise de 2010, c'est la même chose. Ils ont pris position. Mais ce n'est pas pour des raisons politiques. Ils sont venus se servir. Ils ont pillé nos maisons. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Quand ils ont fini avec nous, ils sont allés avec le FPI. Ils ont pillé tout. Ils sont partis. Donc, le drame, c'est un drame pour nous. Parce que moi, je suis allé au Libéria. Après la crise, je suis allé au Libéria. J'ai été envoyé par le président. Parce que pendant la crise, il a vu que j'étais très touché. Donc, je suis allé au Libéria. Et j'ai parcouru le Libéria. Je vous dis, c'est un drame. Parce que malheureusement, de Morovia jusqu'à Zouedrou, qui est la capitale du peuple ouin, vous n'avez rien. Sur la route, il n'y a que des gros arbres. Il n'y a rien. Ils n'ont rien fait. Il n'y a rien. Pas de plantation. Les gens ne font rien. Donc, ils sont assis au Libéria. Et puis, ils se renseignent. Qu'est-ce qui se passe à Taï? Ah, on peut bouger là-haut. On peut boucler là-haut. On peut les ou mon radio. Des casiers au poids. Et puis, quand il y a une crise, ils viennent se servir. C'est un drame. À tel enseigne que quand nous avons eu le conclave au Libéria, avec les deux chefs d'État, ce qu'on leur a demandé, c'est qu'on aide les Libériens à travailler. On peut pas, ils ne peuvent pas s'asseoir dans les villages sans rien faire. C'est un danger pour nous. Parce que si on règle nos problèmes, ils vont venir voler. Dès qu'il y a des petites paroles, ils vont rentrer. Et malheureusement, depuis les années 89, ils n'ont plus rien fait que faire la guerre. Donc c'est un problème. Aujourd'hui, la paix est revenue. Il n'y a plus de gens qui sont poursuivis dans les villages pour des positions qu'ils ont prises antérieurement. Parce que les questions de meurtre, c'est des problèmes de droit. On ne peut pas éteindre cela. Mais les problèmes de petits pillages, d'attaque des gens, de positions, tout ça, l'éponge est totalement passée dessus. Ce que nous voulons, c'est que nos forces reviennent, que nos intelligences reviennent dans nos villages. Et j'ai dit, il y a un gros village, Pierre est là, Jean-Pierre, le doyen. Un gros village, les gens sont tous partis au Libéria. On leur envoie des projets, ils disent, ils ne veulent pas. Mais la nature a horreur du vide. Ceux qui ont voyagé en Afrique, là, allez dans les autres pays et puis vous allez voir. On est allé au Libéria, Denis est là, le député est là, on est allé à Zouedrou. Zouedrou, c'est la capitale du peuple ouai. Mais quand nous sommes venus de Morovia jusqu'à Zouedrou, on a vu une seule ville que je connaissais quand j'étais en Côte d'Ivoire, mais je n'ai jamais vu. Ganta. Mais est-ce que vous savez que Ganta, là, c'est moins que Guiglo? C'est moins que Guiglo. Je n'ai même pas vu la ville, il n'y a rien. Et puis, on arrive à Zouedrou. On a fait une nuit, non? On dirait qu'on a fait une semaine. Il n'y a pas d'eau. Le député, mon jeune frère, parce que son papa vient de Théon, il est le député là-bas, c'est lui qui est le président de tous les élus, de tout le peuple ouai. Et il nous a donné son domaine. On était dedans. Mais on ne pouvait même pas s'entendre, parce qu'il a mis un groupe électrogène. Le courant était tellement insuffisant qu'on était dans le noir. L'eau, dans les toilettes, il y avait des seaux d'eau.
comme on était avant là, dans nos villages, dans certains villages même ça n'existe plus. Mais on a passé un jour, une nuit là, je vous dis, on dirait on a fait une semaine. Tellement les conditions de vie sont très difficiles. Mais la Côte d'Ivoire là, tu as Abléléquin, tu es à l'aise. Il y a des villages, il y a l'eau, il y a l'électricité, vous avez tout. Donc, ce sont des problèmes très sérieux sur lesquels nous devons travailler, et on a demandé aux deux chefs d'État de faire en sorte qu'au Libéria, là, ils se mettent au travail. Et le député qui a parlé au nom de tous les élus, mon cousin dont je viens de parler, il a parlé au nom de tous les élus, devant les présidents. Il leur a dit, on vous demande de donner autorisation au président du conseil régional de Cavali de nous donner leur programme pour qu'on commence à travailler chez nous. Et les deux chefs d'État ont donné leur accord devant tout le monde. Pour vous dire, la question de la sécurité, c'est aussi dans notre tête. Parce que l'insécurité, le député l'a dit tout à l'heure, elle est matérielle aussi. Hein. Et aujourd'hui, c'est qu'on connaît dans la région le grand banditisme. Ils ont cassé le siège, ils sont allés voler au conseil régional la dernière fois. Et puisque les gens ont des armes partout, et ils sont restés, certains sont entrés dans les plantations avec leurs armes. Donc il y a ça. Mais heureusement, le préfet de région, qui est un militaire, en tout cas, il est très vigilant sur ces questions. Et je voudrais, devant le député, le maire de Toulopleu, dire aussi ma grande satisfaction du préfet de Toulopleu. Il s'appelle Karim Diarra. Quand vous entendez le nom, vous dites, oh, il va piétiner nos intérêts. Mais lui, tous ceux qui viennent, la loi préserve les intérêts de tout le monde. Vous savez que dans la région du Cavali, quand j'étais déjà de la caisse de stabilisation, on était 3e producteur de café et de cacao en Côte d'Ivoire. 3e. Mais je ne sais pas quel rang on occupe aujourd'hui. Hein. Parce que j'ai demandé les statistiques des Guigou, ils n'ont même pas été capables de me les communiquer jusqu'à maintenant. Alors que Abléléquin seul faisait plus de 100 000 tonnes. Aujourd'hui, je ne sais même plus ce qu'on produit. Donc, les forces qui viennent travailler nous aident. Ça permet à la région d'être riche. Vous allez dans la localité, vous avez au moins une centaine de voitures qui circulent. Les gens travaillent. On fait des transactions. Parce que 100 000 tonnes de cacao, si c'est 1000 francs le kilo, ça fait 100 milliards. Quand on achète à 500 francs aux populations, ça veut dire qu'on remet aux populations 50 milliards. Ça là, ça ne peut pas passer inaperçu dans une localité. C'est ce qui régule la vie. Donc, c'est important que les gens viennent travailler chez nous. Mais c'est aussi important qu'ils respectent nos droits. Qu'ils respectent nos lois. Voilà. Donc, on doit ménager la chèvre et le chou. Oui, la chèvre et le chou. Ceux qui viennent chercher l'argent. Et puis, nous qui avons les terres. Il n'y a rien qui fait honte. Il n'y a rien. On n'a pas de raison d'avoir de scrupules de louer nos terres. Puisque nous sommes propriétaires terriens. En Angleterre, les plus riches là, c'est ceux qui ont la terre. Donc nous sommes riches, puisque nous avons la terre. Mais quand on loue les terres aux gens, il faut mettre donc la forme et la base. Et ce que j'ai dit aux populations, c'est de ne jamais prononcer qu'ils ont vendu, parce qu'ils n'ont jamais rien vendu. Quelqu'un vient chez toi, il te donne 100 000 comme boisson, tu lui dis va travailler, tu lui donnes 1 hectare, il fait 20. On a eu un débat en interne au PDCI. Où je leur ai dit, ce débat-là, ça a chauffé toute une journée. Certains croyaient que l'amendement de 2003 était l'occasion pour que ceux qui sont dans nos terres là deviennent propriétaires. J'ai dit, vous mentez. Ce n'est pas possible. On a eu un débat chaud toute une journée et le PDCI a pris la position que nous on a adoptée, c'est de dire, on respecte les droits de propriété des populations. Que ce soit au nord, que ce soit au centre, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit dans le Guémon, que ce soit dans le Cavali. Et je leur ai dit, moi je ne peux pas, est-ce que vous pouvez accepter que j'aille à Boaké pour m'installer comme on s'installe chez nous? C'est inacceptable. Et sur ce point, nous sommes tous tombés d'accord. Parce que les deux sujets, foncier, sécurité, sont totalement liés. Je voudrais que vous soyez tranquilles dans vos têtes. Ne vous laissez pas, j'allais dire, instrumentaliser sur cette question. Personne, aucun de vos frères, nous qui, par les circonstances, sommes au devant aujourd'hui de ce combat,
on ne peut pas du tout piétiner cela. Et on ne peut pas laisser les gens piétiner cela. Et nous sommes solidaires, totalement solidaires sur cette question. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que leurs fils là peuvent autoriser qu'on piétine nos intérêts. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, nous sommes dans un monde économique. Nous allons travailler sur la procédure d'établissement des certificats fonciers qui vont établir notre propriété. Quelqu'un est là, il travaille sur mon ordinateur là. Il ne sait pas que c'est mon ordinateur. Il travaille là. Et puis un jour, je viens, je dis, ça là c'est mon ordinateur. Quand il a le papier là, s'il ne me demande pas, il ne paye pas le droit, il ne va pas travailler. Donc quand on établit la propriété, on dit la terre là c'est pour Zon. Toi tu es dessus, tu te fais ton cacao là. La loi dit, ce que tu as planté là t'appartient. Mais tu dois payer un loyer au propriétaire. C'est ce que la loi dit. Donc tu payes le loyer au propriétaire. Au terme de l'exploitation de ta plantation, tu dois venir vers lui. Tu ne dois pas renouveler ta plantation à sa cachette, en cachette. Parce que le cacao c'est 25 ans. Au terme de 25 ans, tu dois demander sa permission. S'il refuse, il arrête le contrat. C'est ce que la loi dit. Voilà. S'il est d'accord, il te dit, tu renouvelles, mais vous signez encore des nouvelles clauses. Donc, Point suivant, c'est celui qui concerne les collectivités. Au niveau des collectivités, l'État a transféré beaucoup de pouvoirs. Si ces pouvoirs-là, nous les exerçons de façon effective, on peut dire qu'il n'y a vraiment pas de problème. Parce qu'on a donné le pouvoir aux collectivités. Non, ce n'est pas encore arrivé. Ça vient après. Donc on a donné le pouvoir aux collectivités. Quand je dis collectivités, c'est les mairies et les conseils régionaux pour pouvoir donc gérer le développement. C'est dans 16 domaines que nous avons la compétence. Le premier, c'est l'aménagement du territoire. Tout ce qui concerne le développement de proximité relève des collectivités. La planification du développement même de chaque territoire national et national relève du ministère et les voies régionales et départementales relèvent des collectivités. Je vous donne un exemple. La route de Guiglo jusqu'à Toulopleu, c'est une route internationale. Son nom, chaque route a un numéro. Dans le domaine des génies civils, il n'y a pas rien n'est au hasard. Toutes les routes qui sont des routes A, comme ici, ce sont des routes nationales ou internationales. Et cette route, elle s'appelle A701. Ça relève de l'État central. Tu es dans une route locale, même si tu vas à Toulopleu. C'est une route, au mieux, c'est une route P, ou bien une route C. Les C, ce sont les pistes, ou bien une route non classée. Et ce sont ces routes-là qui relèvent des conseils régionaux. Et les routes communales, strictement communales, ça y est, d'un point de la commune à un autre point de la commune, relèvent de la commune. Et la sécurité et la protection civile aussi, mais sur ces domaines comme ici, et les aménagements. La partie régalienne, évidemment, relève de l'État. L'enseignement, la recherche scientifique et la formation professionnelle et technique relèvent des collectivités. L'enseignement primaire, l'éducation préscolaire relève des mairies. Le collège, le lycée et l'université relèvent de la région. Et puis du district. L'action sociale, culturelle, la promotion humaine, le sport et loisirs, la promotion du développement économique de l'emploi, la promotion du tourisme, nous a dit, voilà ce qu'on vous donne. C'est ça que vous devez faire. C'est sur ça que nous, on doit travailler. Évidemment, entre le transfert théorique et le transfert réel, il y a toujours un écart. Et en Afrique, c'est encore plus patent. Donc, nous sommes en train de nous battre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire pour que, ensemble, région du Nord, région du Sud, région du Centre, région de l'Est et région de l'Ouest, nous puissions, avec le gouvernement, discuter dans une certaine mesure sur le transfert effectif de nos compétences. Nous étions tellement énervés par le fait que l'État traînait les pieds. Et puis on allait à une réunion au Burkina
Et évidemment, le Burkina, ils ont les régions des puits. Hein. Des puits, je crois, 2000, ils ont les régions. Donc, ils sont déjà dedans. Pendant que nous, on faisait les conseils généraux, ils avaient les régions. Et puis, évidemment, on se plaignait. Et j'ai fait une séance avec eux. Et je me rends compte qu'ils n'ont même pas le 10e de notre budget. Et puis, je me suis calmé en même temps. Je n'ai pas osé donner les chiffres. Voilà. Donc, 12 000, 18 000, donc ça fait 40 000. Hein. Voilà, 40 000 km². C'est 30 000, hein, 30 000 km². Vous voyez, c'est pas petit. Donc ça a été bien qu'on ait scindé les deux grandes zones pour que nous puissions mener le développement de proximité et prendre en compte dans chacun des 4 départements de chacune des régions les préoccupations des populations. De Centre-Eau dans une moindre mesure et de Boaké, vous n'avez plus d'entreprise en Côte d'Ivoire. Tout le monde bricole. Donc, on a décidé de créer 10 entreprises par région. Il s'agit donc de créer une entreprise qui va cultiver la tomate hors sol. La tomate, c'est la tomate hors sol pour faciliter l'arrosage continu et être indépendant des saisons. La Côte d'Ivoire, nous importons actuellement là, près de 90% de notre consommation de tomates. Donc on va créer dans chaque région une société de production de tomates et de transformation en pâte. Et en même temps, on va créer, j'allais dire, plusieurs autres entreprises. Donc il y a la tomate, production de tomates, la transformation, il y a même les ordures ménagères et leur compostage. On va créer aussi une entreprise qui va se charger spécialement de, disons, de centraliser tout ce qui est production de poissons. Et donc, il y a aussi le maïs et la transformation du maïs pour l'élevage. C'est un projet d'envergure nationale. Ils sont en train donc de passer dans les régions. Au cours du prochain conseil, il sera à Toulouse. Et j'ai exigé, en tant que secrétaire général, parce que c'est moi qui pilote le projet, qu'ils aillent rencontrer les régions pour expliquer devant les populations, pour susciter des vocations, parce que je ne veux pas qu'on importe des jeunes d'Abidjan qui viennent diriger des projets dans un département. Donc ces 10 projets ne seront pas concentrés à Guiglo. Il y en aura à Guiglo, évidemment, qui est notre capitale, à Taï, à Bolequin et à Toulouse, pour que chacun sente le développement de la région. Donc il y a 10 projets. Elle vient de m'interpeller, donc je continue. Dans les 23 projets, il y a donc tout ce qui est opération immobilière, tout ce qui est installation des agences immobilières, l'organisation de l'entretien routier, la promotion touristique, qui est une de nos richesses importantes, avec la forêt de Taï. Monsieur le député de Taï, de la forêt de Taï. C'est comme ça on l'appelle à l'international. La promotion de microfinance, la promotion d'une société de caution mutuelle et la mise en place d'une mutuelle de gestion des forêts, la question que nous venons d'évoquer. Plusieurs autres projets, dont ceux dont je vais parler tout à l'heure en vous présentant des fiches pour l'encadrement et la promotion des projets au niveau du domaine agricole, parce que c'est ce qui répond à ce qu'il a dit, comment lutter contre la pauvreté, comment lutter contre le sous-développement. On a le projet de création d'une radio régionale, il y a déjà une radio à Toulouse. On aura une radio régionale, mais qui à des heures précises va être connectée, comme on le faisait avant. Comment on appelait ça? Harmonisation. Comment on appelait ça même? Synchronisation. On va synchroniser avec tout le peuple, même si on couvre, pour que à un moment donné, que ce soit en grec ou en français, les populations écoutent le message que nous avons à leur donner. Message de développement, message d'encadrement, message de paix, message de réconciliation. Et on a demandé une radio qui va au-delà de la frontière. Parce que je leur ai dit, il faut qu'on parle à nos frères du Libéria aussi. Pour qu'ils comprennent que le développement, là, c'est un travail. Vous ne pouvez pas vous asseoir et puis des gens vont venir ailleurs pour vous développer. C'est vous-même qui devez conduire votre développement. Donc la radio sera un support important pour ces messages-là. On a la fête de l'excellence, la chefferie, les sports, la mise en place d'un magasin général pour le café cacao. Vous ne pouvez pas avoir président d'une région, un expert, pour que ça ne serve pas à la région. Donc, on va exploiter tout ce qu'on a comme potentialité intellectuelle pour optimiser les gains dans tous les domaines, notamment café cacao. Et
on a des domaines techniques, on a des domaines aussi qui a. L'UVA, dans les premières années, l'UVA c'est un arbre squelettique qui est sans feuilles dans les premières années, et donc on a décidé que les populations travaillent dans les allées et qu'ils puissent faire le riz et le maïs. À partir de la 3e année, ça s'arrête. Et comme vous le savez, l'EVA, on commence à saigner après 6 ans, et puis au-delà de 8 ans, c'est 800 kilos que vous récoltez à l'hectare, multiplié par 500 francs, ça va vous faire près de 4 millions le mois. Alors pour l'EVA, cela va donner dans la première année, parce qu'il ne s'agit que de produits vivriers, 2 milliards, 4 milliards 7, 4 milliards 7 et 11 milliards dans les 3 premières années, sans qu'on ne touche le rendement même de l'EVA que je viens de vous annoncer. Ensuite, le dernier projet en matière agricole, cela concerne le manioc. Et pour le manioc, c'est 150 hectares, c'est-à-dire 150 bénéficiaires, 54 pour Guiglo, 45 pour Blolequin, 27 pour Taï, 27 pour Toulouple. Et pour l'EVA, pour le manioc, qui est un produit souvent on ne regarde pas beaucoup, ça fait 30 tonnes à l'hectare, ça rapporte pratiquement 12 millions à l'hectare, et auquel il faut ajouter la vente des tiges de manioc pour en faire des boutures. Ça donne environ 3 milliards 4 et 3 millions 4. Donc à l'hectare, vous avez 17 millions au bout d'un cycle pour le manioc. Donc sur les 150 hectares, le manioc va rapporter 2 milliards 2, 2 milliards 2, 2 milliards 2 et 8 milliards 9 aux 150 bénéficiaires. Pour l'EVA, j'ai oublié de vous dire, pour les 1500 hectares d'EVA, nous avons distribué déjà pour le matériel pour travailler, c'est-à-dire les machettes, les bottes et tout ça, pour près de 1000 jeunes. Ça a déjà été distribué dans toutes les localités. Et il y a 700 hectares qui ont déjà été faits, dont 600 ont déjà reçu les plants et les plants ont été effectivement plantés. L'année prochaine, ces plantations-là, ils vont faire le piquetage, ils ont déjà planté les arbres, et dans les allées, c'est là qu'ils vont faire le vivrier. Donc, on va enclencher avec les autres, mais il faut savoir que celui qui fait l'EVA, il ne fera pas le cacao, il ne fera pas le café, il ne fera pas le manioc. Chacun doit être spécialisé, puisque c'est une personne, un hectare, que ce soit un homme ou une femme, un hectare, pour que chacun ait quelque chose et que ça touche toutes les régions. En plus de cela, il y a plusieurs autres projets qui sont des projets d'infrastructure classiques. Le seul que je peux vous présenter, c'est le centre de formation au métier agricole. Ce que nous sommes en train de faire, on ne veut pas le faire au hasard. Nous le faisons en partenariat avec le CNRA et on a créé un centre de formation à Blolequin. Sur 25 hectares, il va y avoir 5 hectares d'EVA, 5 hectares de cacao, 5 hectares de café, 2 hectares de manioc, avec tout ce que je viens d'indiquer en produits associés. On a déjà 2 étangs piscicoles qui sont là pour faire l'élevage des poissons. Il y a déjà les poulets et comment on appelle les porcs. Et donc tous les formateurs, tous les encadreurs et même ceux qui ont les plantations, on va organiser à tour de rôle leur passage sur le site expérimental pour voir les pratiques en matière de culture et que cela soit bien respecté dans les différentes localités. Et ce projet, c'est un projet important de 250 millions. Il y a donc plusieurs projets, comme je vous le disais, au niveau du sport, au niveau de l'animation régionale avec les centres culturels, le siège du conseil. Mais en même temps, comme on le dit, quand on est illettré, c'est vraiment compliqué. Nous avons fait des cursus qui aujourd'hui ne peuvent plus exister. C'est-à-dire partir du village, aller au collège à Guiglo, de Guiglo aller à Daloa, de Daloa venir à Abidjan, d'Abidjan venir en France ou aux États-Unis, sans que vous ayez un support. Ça n'existe plus aujourd'hui. Parce que le villageois qui va même envoyer son enfant à l'école au village, là, ça pose des problèmes. Je me souviens un jour, j'arrive à Théoun, et puis on fait une réunion. Alors, premier problème, ils ont dit on n'a plus d'eau dans le village. Donc je ne comprenais pas. J'ai dit, mais
Le château d'eau ne fonctionne plus. Ils ont dit non, on a une facture qu'on n'a pas payée. Ça fait combien? 300 000. Parce que le château d'eau du village, le château d'eau de façon générale, il a un moteur qui est alimenté par l'électricité. Et quand vous payez votre facture d'eau, c'est dedans. Mais dans un village où vous ne payez pas l'eau, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un paye la facture d'électricité. Et il n'avait pas payé. Et évidemment, j'ai accepté de payer. Et puis après, ils me disent, on n'arrive plus à payer les volontaires. J'ai dit, mais pourquoi? C'est combien? Ils ont dit, c'est 2000 francs par enfant. Et puis je leur ai dit, vous ne pouvez pas payer ça? Mais si vous ne pouvez pas payer ça, vous ne pouvez même pas envoyer un enfant au collège? Si tu ne peux pas payer 2000 francs. Ça, je vous dis, j'ai refusé. Je leur ai dit, mon papa a payé 2000 francs pour que j'aille au collège. Si vous ne pouvez pas payer l'argent pour vos enfants, il ne faut pas demander à l'enfant d'un autre de payer pour vous. Et ça, ils ont accepté de payer. Pour vous dire, quand le collège est loin, ça devient difficile. Nos parents aujourd'hui ne peuvent pas envoyer un enfant, même à Blolequin, pour louer une maison et puis lui envoyer l'argent. À plus forte raison à Digo, ou bien à Daloa ou à Abidjan. Donc aujourd'hui, ceux qui envoient leurs enfants à l'école, c'est ceux qui peuvent. Il y a quelques-uns qui ont des plantations. Et puis ceux qui ont des enfants qui vont à l'école ou bien qui sont en France ici, qui leur envoient des mandats tous les jours comme vous le faites. Et je vous remercie pour cela. Mais en dehors de ça, les autres, la majorité, ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc on a décidé, dans chacun des chefs-lieux de sous-préfecture, de construire un collège. Et ça fait 18, évidemment en enlevant les chefs-lieux qui ont déjà des collèges. Quand je prends Digo par exemple, en dehors de Digo, aucune sous-préfecture n'a un collège. Il n'y en a pas à Nizaon, il n'y en a pas à Kadé, il n'y en a pas à Bériguazon. À Taï, il y a 2 sous-préfectures, ils ont leur collège. Mais il y a quand même Keibli qui n'est pas sous-préfecture, mais qui a une grosse bourgade, qui doit avoir un collège parce que c'est loin des années. Donc il faut un collège à Keibli. Et puis, évidemment, Blolequin, c'est comme Digo. En dehors de Blolequin, il n'y a aucun collège, ni à Ziago, ni à Doké, ni à Diboké, ni à Tem. Donc ça fait 4 collèges. À Toulopleu, en dehors de Toulopleu et des Pays, il n'y a pas de collège ailleurs. Dieu merci, on a le conseil démarre les travaux maintenant des 2 collèges de Toulopleu à Bakoubli et à Thiobli. Et puis, il nous restera donc Néo et Nézobli. Donc, ça fait 10 collèges que nous devons construire. Au-delà donc de ces 10 collèges, un collège, il faut avoir au moins 25 logements. Sinon, s'il y a un collège à Doké, les enseignants ne viendront pas. Quand vous prenez les matières, 4 classes par niveau, il faut au moins 25 logements pour recevoir les enseignants, les travailleurs comptables et tout de l'école. Même si à l'école, on fait, dans le projet du collège, il y a la résidence du proviseur, de son adjoint et des surveillants, mais tout le corps professoral et tous ceux qui sont autour d'eux, il faut qu'il y ait un quartier où ils doivent résider. D'où une question majeure pour laquelle nous sommes obligés, quand le conseil, avec ses partenaires, réalise pour 2 milliards pour la construction des 10 collèges, et il est important que les fils et les filles viennent pour nous aider à construire les 25 logements qui seront loués, ce ne sera pas gratuit, dans chacune des localités, y compris les chefs-lieux. Parce qu'à Toulouse même, comme Blolequin, comme Digo, comme Taï, il faut absolument que nous ayons un quartier où les enseignants vont être. Ça va nous faire moins de problèmes. Et les gens auront moins d'alibi à refuser d'aller dans nos régions pour enseigner. Et cela va faciliter la tâche à nos parents. Il s'agit donc que chacun d'entre vous, avec les cadres qui sont là-bas, au pays, que chacun puisse réaliser dans chaque chef-lieu, il contribue, il réalise sa maison dans le quartier que sera dédié. Le conseil, en dehors des mairies, va dégager des terrains, et puis un quartier, envoyer l'électricité et l'eau, et puis faire le lotissement pour que vous puissiez réaliser votre logement qui sera loué aux enseignants dans la localité. Dans les communes, ce sera en parfaite association avec les maires
qui sont compétents pour les terrains. Et puis ensemble, on va amener l'eau et l'électricité. Ça va être l'outil. Et puis vous allez construire pour le bonheur de nos enseignants et pour le bonheur de nos enfants. C'est un élément de développement vraiment essentiel parce que souvent, quand on est illettré, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai suivi ces derniers temps un Guinéen qui parlait de l'Ebola et puis qui dit, mais en Côte d'Ivoire, là, leur village, les gens sont tellement, ils ont tellement un niveau d'éducation qui est tel qu'ils ont pu contenir l'Ebola, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Mais nous savons, malgré ce niveau-là, notre niveau niveau intellectuel de nos populations reste encore très bas. Et nous devons faire des efforts pour remonter au niveau qui devrait être le nôtre. Et je voudrais donc, sur tous ces projets, pour certains, qui sont des projets propres au Conseil, où nous sommes en train donc de faire des efforts pour les réaliser, qui sont aussi en partenariat avec nos partenaires extérieurs. Il y a un élément filmé qui aurait dû passer, mais on dit que la technique fait défaut, parce que nous ne sommes pas ici par hasard, parce que la mairie de Levallois, le maire de Levallois, Balkany, nous sommes en partenariat très étroit. Vous devez écouter sa déclaration. Malheureusement, la technique fait défaut, parce qu'en association, il devrait donc nous apporter 1,5 milliard pour la construction de ces 10 collèges, et le conseil régional donne 500 millions pour que nous puissions réaliser ces collèges. Et vous verrez, en face, les 10 collèges, on va écrire en partenariat avec la mairie de Levallois-Perret et le conseil général de Haut-de-Seine et le conseil régional. C'est ça aussi la contrepartie. Et il y a d'autres partenariats qui vont être développés, notamment dans la transformation de tous les produits agricoles que nous avons annoncés, pour lesquels ils nous ont déjà approchés avec des experts qui viendront pour qu'on étudie la transformation. Parce qu'il ne s'agit pas de produire. Il faut transformer, parce que le manioc, il y a plusieurs dérivés, avoir des machines transformées, conditionnées, et puis exporter. Voilà. Dans les autres régions, comme à l'extérieur. Le maïs, c'est la même chose. Donc, ils vont envoyer des équipes techniques. Nous allons travailler avec eux, et ils sont déjà prêts pour cela. Donc, voilà en substance ce que nous avons à vous présenter pour me résumer. Donc, les projets agricoles, vous êtes aussi concernés. Voilà, vous êtes aussi concernés. Le développement, c'est la conscience. C'est comme l'école. Hein. Quand un enfant va à l'école et il croit qu'il va à l'école pour ses parents, il ne va pas travailler. Mais quand il réalise qu'il va à l'école pour lui-même, il change. Le développement, c'est la même chose. Tout ce que nous faisons, c'est des discours. Il faut passer à l'acte. Mais l'acte, là, c'est la conscience. Un jour, dans mes tournées à Bleulequin, et c'est là que je vais finir, j'arrive dans un village, et puis j'observe, il y a la population, nos jeunes, et puis il y a les jeunes burkinabés, les planteurs, là, ils sont jeunes et vigoureux. Et puis nos jeunes, là, quand vous les regardez, manifestement, ils boivent, ils fument. Et puis j'ai crié, je vais le dire en guéré pour ne pas que les autres comprennent. Voilà, à mon coin, il y a une tension. Dans mon est-ce que vous savez ce que les femmes m'ont dit? Là, à moi, ouais. Je vous remercie. Diable,